De plastique, mais aussi de bilan et de projets, nous allons parler ce soir avec notre invité Winnie Kissage, président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, Yorana. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors on vient de le voir, que les établissements doivent désormais passer au réutilisable, réemployable pour le service sur place. Certains professionnels de la restauration font état de contraintes économiques nouvelles, notamment en matière d'investissement, concernant donc les vols ou les pertes ou même encore les entretiens. Selon vous, quel dispositif d'accompagnement pourrait être renforcé? Mais d'abord, il faut savoir que le plastique, c'est une catastrophe sur toute la planète. Tous les pays du monde mènent un combat contre le plastique. Il y en a partout, dans les vallées, dans les montagnes, dans les océans. C'est un fléau qui est terrible. C'est courageux d'avoir mis cette loi. Ça fait des années qu'on demande effectivement que l'on réduise les plastiques. Effectivement, aujourd'hui, on l'a bien entendu, là, chez ceux qui ont des restaurants, mais que ça devient difficile, il faut peut-être effectivement envisager d'autres moyens ou une aide ou un allègement peut-être. Parce qu'effectivement, l'objectif c'est bien de réduire. Il y a trop de plastique partout, c'est une catastrophe. On a des îles au Tuamotu, après la Perle, on a encore des poitos sous l'eau, on a des cordes qui sont plastiques, qui se détruisent et c'est avalé par les poissons. Demain, on va peut-être manger du poisson avec des plastiques dedans. Donc c'est un vrai fléau. Dans le même temps, on observe également que le surplace est devenu plus cher, comme ils ont dit, donc 15 à 25%. Cette situation ne risque-t-elle pas de freiner l'adhésion du public? Ben, je pense que le public a compris aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on a un souci dans notre pays, c'est le coût de la vie qui est très cher. Et ça vient malheureusement augmenter encore. Il faut trouver des alternatives, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut qu'effectivement les entreprises en premier, que nous aussi, dans notre foyer, on apprenne à vivre sans le plastique, et en tous les cas à réduire. Et dans ce cas-là, comment concilier, selon vous, le pouvoir d'achat, mais également l'écologie? Ben, c'est le vrai défi. Le vrai défi d'aujourd'hui. Toujours difficile de concilier ces choses. Il y a une priorité aujourd'hui. Si on laisse à nos enfants, aux générations futures, des îles remplies de déchets, c'est le cas dans certains atolls. Aujourd'hui, il y a encore des communes qui ne font pas le tri des déchets. Et donc on se retrouve avec des trous, au Tuamotu par exemple, ici à Titi aussi. Il faut commencer par ça, il faut commencer par trier les déchets, il faut essayer de trouver des alternatives à ça. Mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte et tout le monde fasse un effort. On va revenir sur cette année 2025 qui a été particulièrement importante. La conférence des Nations Unies sur l'océan était au cœur de l'actualité après plus de 15 années de travail et de plaidoyer sur ces enjeux. Quel bilan tirez-vous de cette mobilisation? On est très heureux de ce qui a été déclaré, ce qui a été annoncé à l'UNOX. C'était une belle victoire. Effectivement, ça fait d'ici plus de 15 ans que l'on milite, qu'on travaille. Aujourd'hui, on voit des rahouis dans les lagons. Ça fait longtemps que l'on milite pour qu'il y ait aussi des rahouis à l'extérieur. Aujourd'hui, ben, on s'affaire à travailler pour consolider ces choses, puisqu'il faut mettre en place des comités de suivi maintenant, mais il faut surtout aller expliquer aux populations. Il y a un grand rahoui qui va se faire du côté de Rikitea, un autre à Mopiti. Donc maintenant, il faut le faire avec toute la population, avec tous les acteurs, les pêcheurs, bien sûr, les entreprises. Et c'est en faisant cela qu'on va arriver. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque maintenant on est reconnu dans le monde entier. D'ailleurs, ça attire maintenant des fondations, puisque c'est comme un label qui est reconnu par l'UICN notamment, dans le monde entier, et aujourd'hui, il y a des fondations qui sont prêtes à nous aider. Ça va créer même peut-être des filières, c'est ce qu'on espère, ça va créer des emplois. Il faut maintenant mettre en place toutes ces choses. Ouais. Et plus largement, quel bilan faites-vous de l'année 2025 pour la fédération et les associations qu'elle représente? Alors, la fédération a plusieurs axes stratégiques. Le premier, c'est de dénoncer les choses qui ne vont pas. On a gagné quelques procès, on est content. D'un bateau chinois qui a déversé du mazout au large. Je tiens à remercier d'ailleurs la personne qui gère ces tonniers, puisqu'ils n'ont pas hésité à effectivement payer les choses. On a fait des formations aux associations, parce que les associations ont besoin d'être formées. On a surtout lancé 2 appels à projets. Le premier avec une fondation américaine et la DIREN. La deuxième, grâce à un fonds, je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui nous aident, Tahiti Tourisme, il y a une banque qui nous aide, ATN, etc. On a récupéré de l'argent qu'on a redistribué à toutes les associations parce que c'est très difficile aujourd'hui. On a un souci dans les associations, c'est le bénévolat. C'est une limite. C'est un appel que je fais aux jeunes parce que souvent les jeunes ont beaucoup d'idées,
J'aimerais bien les voir ici aussi venir sur le terrain. Alors heureusement, il y a beaucoup d'associations avec plein de jeunes, mais voilà, on pourrait être beaucoup plus et être encore plus efficace. Justement, en parlant de jeunesse, des formations et des cursus dédiés à l'environnement sont proposés dans les établissements, mais également dans les cursus universitaires. Avez-vous le sentiment que la jeunesse est aujourd'hui un peu plus réceptive, plus alerte aux enjeux climatiques? Oui, grâce aux réseaux sociaux, à toute cette mondialisation, les jeunes, la nouvelle génération est consciente de ce qui se passe. Je pense qu'il faut le faire participer d'une manière plus active. Il faudrait que les jeunes, les étudiants notamment, participent à la rédaction des lois, à toutes ces choses. Et il y a effectivement parmi toutes ces personnes des gens qui arrivent avec des idées extraordinaires. On le voit quand on voit le Coral Gardener, ce qu'ils ont fait, c'est que des jeunes. C'est des jeunes surfeurs, des jeunes pêcheurs qui ont réussi à créer un système qui fonctionne, avec en plus un modèle économique qui fonctionne. Oui, il faut continuer à créer des filières universitaires, mais je pense qu'il faut aussi créer des filières pour tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, on constate dans les îles qu'il y a beaucoup de falcata partout. Il faut recréer des filières, il faut donner de l'emploi à ces jeunes. Ça commence par des bûcherons, ensuite des usines pour réutiliser tous ces bois-là. Dans les rahouis, on a mis en place des rahouis, mais aujourd'hui, il faut des personnes pour gérer ces rahouis. Donc, ça va faire partie des objectifs également de la fédération, c'est de recréer des cursus, de former toutes ces personnes. On croit vraiment aux filières vertes. On pense qu'il y a du métier, il y a du travail à faire pour tout le monde. Ça fait partie de vos priorités 2026, Oui, ça fait justement? partie de nos priorités 2026. On est à fond dans la continuité de l'UNOC pour mettre en place ces choses. Mais je pense qu'il faut aussi et surtout penser à des filières formées qui vont permettre à des jeunes de rester dans leurs îles, mais permettre à des jeunes d'avoir des métiers intéressants dans la nature et pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, à l'occasion des élections municipales, vous avez adressé des questionnaires à chacune d'entre elles. À quoi sert ce questionnaire? Alors, d'une manière générale, c'est un peu historique, mais effectivement, régulièrement, à chaque élection, on envoie un courrier à ceux qui se présentent, que ce soit aux élections territoriales ou autres, et on les sollicite sur plusieurs sujets, les sujets fondamentaux, ben, par exemple le traitement des déchets, le changement climatique et toutes ces choses. Et ceux qui veulent, certains répondent, d'autres ne répondent pas, mais on est tout à fait disposé à les rencontrer, à travailler avec eux sur des programmes puisque aujourd'hui, on peut pas imaginer aller diriger une commune ou pas si on n'a pas imaginé ces volets et en tous les cas construit des plans par rapport à ça. Donc on est tout à fait disposé à les aider et on va envoyer un courrier oui, à tout le monde. Et dans un contexte politique actuel qui est parfois tendu, l'autonomie alimentaire revient régulièrement dans le débat public. Comment ce sujet est-il abordé par les associations environnementales et quel rôle peut jouer la FAP là-dedans? Alors, je pense sincèrement, quand on me questionne sur les priorités absolues, je pense que la première priorité, c'est bien celle-là. On ne sait pas ce qui va se passer en Europe. Il y a des tensions quand même terribles. Et si effectivement le pire arrivait, je pense qu'il faut, on va sûrement être les derniers roues de la charrette. Enfin, j'ai peur de ça. Donc, il faut aujourd'hui effectivement mettre en œuvre des grands projets pour créer une vraie autonomie alimentaire. Il faut commencer par nos archipels, qu'elles soient plus autonomes d'un point de vue alimentaire. Donc, ça commence aussi toujours pareil par des rahouis, mais il faut se remettre à l'agriculture, à toutes ces choses. Et qu'on soit nous également autonomes, à je ne sais pas quel pourcentage on peut arriver, mais par rapport aux autres pays. Si demain il n'y a plus de pétrole et les bateaux ne peuvent plus nous envoyer des marchandises, il faut absolument commencer à financer une politique pour acquérir une autonomie alimentaire. Merci beaucoup, Winnie Kissage, d'avoir Merci accepté beaucoup. notre invitation. Merci de cette invitation.